Les personnes affectées par les travaux de réalisation du carrefour giratoire à l'entrée principale de la zone économique spéciale de Glodjigbe seront indemnisées. C'est l'une des décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi 21 septembre 2022. Le point à retrouver dans ce trésor. Mettre fin au racisme et bâtir la paix, c'est le thème de l'édition 2022 de la Journée internationale de la paix. Cette journée est célébrée chaque 21 septembre. Vous suivrez une production de la rédaction de Speedline TV sur le sujet. Et puis au-delà de nos frontières, les inondations aggravent la situation alimentaire au Nigeria. Au moins 300 personnes ont perdu la vie dans différentes villes pour cause d'inondations depuis le début de l'année, alors que d'intenses pluies continuent de balayer le pays. Bonsoir Madame, Monsieur et bienvenue au journal. Le Conseil des ministres de ce mercredi 21 septembre 2022 prévoit l'indemnisation des personnes affectées par les travaux de réalisation du carrefour giratoire à l'entrée principale de la zone économique spéciale de Glodjigbe. Un deuxième accès à partir du carrefour de l'arrondissement de Tangbo-Djevié sera aménagé. Le point de ce Conseil des ministres avec le porte-parole du gouvernement Wilfried Léon Ngwidji. Des mesures normatives. En point 1, approbation des statuts de la Société nationale du bois, SONAB SA. La mise en place de cette société procède d'une transformation de l'Office national du bois au regard de la nature et du volume des activités qu'il mène, mais aussi des ambitions du gouvernement pour la filière. Elle sera notamment chargée de la promotion et de la transformation de tout produit forestier, du bois et de l'industrie forestière, de la commercialisation des produits exploités ou transformés, de l'importation ou l'exportation du bois et des produits dérivés, de la réalisation de toutes opérations de développement de la production forestière, reboisement, enrichissement, aménagement, etc., et de la promotion de l'écotourisme dans les forêts relevant de sa gestion. Au chapitre des communications, en point 1, paiement d'indemnités dues aux personnes affectées par le projet d'aménagement d'un périmètre de 80 hectares à Togben. L'expropriation en vue de l'aménagement du dit périmètre est motivée par la mise en œuvre de divers projets d'envergure, dont la construction d'un boulodrome aux normes internationales, destiné à abriter la Coupe du monde de sport ball, d'un hôpital de référence et d'autres infrastructures d'intérêt général. Conformément au texte en vigueur, un expert a été commis pour réaliser les évaluations foncières et immobilières. Sur la base de son rapport, le Conseil a autorisé le paiement des personnes affectées par la rectification des coordonnées géographiques et la redéfinition de la zone de développement touristique exclusive de la route des pêches. En point 2, indemnisation des personnes affectées par les travaux de réalisation d'un carrefour giratoire à l'entrée principale de la zone économique spéciale de Glodjigbe et d'aménagement d'un deuxième accès à partir du carrefour de l'arrondissement de Tangbo-Djevié. Au terme des travaux de la commission interministérielle chargée d'évaluer les indemnités à verser aux personnes impactées sur leur terrain, bâtiments et accessoires de toute nature situés dans l'emprise des travaux et frappés de servitude de reculement, 35 sinistrés ont été recensés sur l'ensemble du projet. Les diligences techniques et administratives qui conviennent ont été accomplies. Aussi, le Conseil a-t-il marqué son accord pour l'indemnisation des intéressés. En point 3, exécution de la phase 3 du projet de renforcement des systèmes d'approvisionnement en eau potable de la ville d'Abomey-Calavi et ses environs. Les travaux de cette phase intègrent le raccordement de la zone de la cité administrative d'Ahosubeta en vue de sa mise en exploitation prochaine. Ils prennent également en compte des agglomérations urbaines des localités de Huedo et de Toba. Leur réalisation intervient dans le cadre du projet de l'accès universel à l'eau potable. Le Conseil a donc approuvé la contractualisation avec l'entreprise retenue et instruit le ministre de l'Eau et des Mines de veiller à la bonne exécution des travaux.
La journée mondiale de la paix est célébrée ce mercredi 21 septembre. L'édition 2022 est placée sous le thème « Mettre fin au racisme et bâtir la paix ». Le défi sera-t-il relevé dans un contexte où le racisme est assez remarqué ces dernières années? Suivez cette production de la rédaction. En 2018, le nombre de dossiers ouverts sur le racisme et la discrimination raciale à l'UNIA a augmenté de pas moins de 11%. 866 dossiers de racisme. Ces chiffres ne donnent pas une image complète de l'ampleur réelle du problème, mais ils indiquent ce qui se passe dans la société et les tensions qui existent. L'augmentation est importante, plus de 55% sur 5 ans, et traduit un problème qui est aujourd'hui dominant et préoccupant. Pour le secrétaire général de l'ONU, nous avons tous un rôle à jouer dans la promotion de la paix. Et la lutte contre le racisme est un moyen essentiel d'y contribuer. Il faut conjuguer les efforts en vue d'un monde exempt de racisme et de discrimination raciale. Un monde où la compassion et l'empathie l'emportent sur la suspicion et la haine. Un monde dont nous pouvons être vraiment fiers. Le racisme est la discrimination, l'hostilité violente envers un groupe humain. Par exemple, les propos discourtois de certains peuples blancs envers la population noire. Le racisme nuit non seulement à la vie de ceux qui le subissent, mais aussi à la société dans son ensemble. Pour l'ONU, nous sommes tous perdants dans une société caractérisée par la discrimination, la division, la méfiance, l'intolérance et la haine. La lutte contre le racisme est le combat de tous. Depuis le 19e siècle, plusieurs incidents emblématiques de décès d'Africains et de personnes d'ascendance africaine en contact avec des agents de la force publique ou des civils sont enregistrés. Les cas George Floyd et Breonna Taylor aux USA ont choqué le monde. Le 21 mars 2012, l'ex-secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon a rappelé l'impact pernicieux du racisme qui compromet la paix, la sécurité, la justice et le progrès social, détruit les individus et désagrège les bases mêmes de la société. Le racisme empiéterait sur les valeurs de bien-être qu'incarne cette journée mondiale de la paix. Il faut que cela cesse. C'est ce que pense Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Où qu'il soit, nous devons le condamner. Sans réserve, sans hésitation, sans détour. Le délai de l'affichage de la liste électorale informatisée provisoire l'EIP est prorogé. Du 1er au 15 octobre prochain, il y a possibilité de consulter à nouveau la liste l'EIP et de signaler les éventuelles erreurs pour des législatives transparentes et pacifiques au Bénin. Ce mardi 20 septembre 2022, le mandataire de l'ANIP, Cyril Goubedji, l'a annoncé au cours d'une séance de travail avec les membres des organisations de la société civile. Romaric Dossa. Nous plaidons pour que l'ANIP prolonge encore la période de publication de la liste électorale informatisée provisoire. Parce que nous avons constaté que les populations ne sont pas sorties pour aller consulter ces listes. Des doléances qui ont reçu un écho favorable. Les populations ont une nouvelle chance de consulter et faire corriger leur identité sur la liste électorale, même passé le délai du 8 au 22 septembre 2022. Je voudrais donc vous rassurer que des dispositions sont en cours afin qu'on puisse avoir des actes réglementaires d'application les plus adaptés et les plus soutenables pour la prise en charge des préoccupations soulevées. Et donc, je voudrais vous rassurer, Madame la Présidente, que sur la base de votre plaidoyer, l'Agence nationale d'identification des personnes, en tenant compte des différents transferts que les gens ont eu à faire, des différentes corrections que les gens ont eu déjà à faire pendant une dizaine de jours, affichera une nouvelle édition de la liste dans la période du samedi 1er octobre au samedi 15 octobre, pendant 10 jours. Une version à jour de la liste électorale informatisée provisoire. D'autres sujets étaient également au cœur des échanges. Des doléances dans les secteurs de l'éducation, hygiène et santé ont été énumérées. Le gestionnaire mandataire de l'ANIP a répondu au nom du gouvernement. Et les préoccupations soulevées ont été collectées effectivement auprès des populations,
mais sans être accompagné d'une collecte au niveau institutionnel pour voir les efforts que les pouvoirs publics sont en train de faire dans ce domaine. Jamais dans notre pays, depuis les indépendances, on n'a pu se préoccuper de l'accès de la population à l'eau potable que ce qu'on est en train de faire sous le régime de son Excellence M. Patrice Talon. Sur la question de l'accès à la santé, depuis les indépendances, jamais dans notre pays, on n'a pu se préoccuper de la qualité des soins de santé, de la réforme du système de santé dans l'objectif d'assurer la protection de la santé des personnes. C'est aussi l'occasion pour Cyril Goubedi de lever l'inquiétude sur l'accès à la liste aux personnes vivant avec un handicap. Pour lui, la promotion des personnes vivant avec un handicap est un fait au vu de la loi et relative en réponse à une obligation universelle des droits de l'homme. Ouverture ce mardi 20 septembre 2022 à Cotonou de la 32e session extraordinaire du Comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine CIP-UEMOA. Plusieurs communications à l'ordre du jour. Il s'agit entre autres de la problématique de lutte contre les produits de santé de qualité inférieure au sein de l'Union. Le compte rendu de la cérémonie d'ouverture avec Romaric Doussa. 32e session extraordinaire du Comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la deuxième au titre de l'année 2022. C'est le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Loïc Béounou-Vlavonou, qui préside depuis le 20 septembre 2022 à Cotonou les travaux de cette importante rencontre des députés membres des parlements des 8 États de l'UEMOA. L'intégration se présente aujourd'hui comme une nécessité face à l'étroitesse de nos marchés, mais également comme une garantie de paix et de sécurité. Aussi, avons-nous le devoir de fédérer nos efforts pour trouver des solutions politiquement durables et économiquement avantageuses pour le bien-être de nos populations, y compris au plan sécuritaire, avec l'avancée du terrorisme dans nos États. Lutte contre les produits de santé de qualité inférieure et falsifiés au sein de l'UEMOA. Quels défis et perspectives? C'est le thème central de cette rencontre. Mais avant tout, les activités inscrites dans l'agenda du dit séminaire sont exposées. Le programme de travail que le CIP se propose de partager avec vous est particulièrement chargé. Les temps forts de notre session seront consacrés à 2 communications sur les thèmes importants pour notre Union ainsi que pour nous-mêmes et notre compréhension des enjeux qui leur sont liés. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, votre présence à nos côtés témoigne, s'il en est besoin, de votre profond intérêt à l'endroit de notre organe parlementaire communautaire en particulier, et du processus de rapprochement des peuples vers l'intégration en général. Notons que c'est le Bénin qui assure depuis avril 2022 la présidence du CIP-UEMOA à travers la personne de l'honorable Huibo. La ville de New York aux États-Unis abrite depuis ce mardi la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Le thème de cette année est un moment décisif des solutions transformatrices à des défis interdépendants. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement prennent part à cette Assemblée générale. Et c'est l'occasion choisie par le président en exercice de l'Union africaine pour plaider le cas de l'Afrique face aux différents défis dans le monde. Retour ici sur les grands axes de cette plaidoirie dans cet élément de Kenneth Eganwi. Depuis notre dernière session, le monde est devenu plus dangereux et plus incertain sous l'emprise combinée du réchauffement climatique. C'est un défenseur de la cause africaine que Macky Sall s'est présenté à la tribune des Nations Unies ce mardi. Le président sénégalais et également président en exercice de l'Union africaine a évoqué plusieurs mots qui minent le continent, en premier lieu le terrorisme.
Le terrorisme qui gagne du terrain sur le continent n'est pas qu'une affaire africaine. C'est une menace globale qui relève de la responsabilité première du Conseil, garant du mécanisme de sécurité collective en vertu de la charte de l'organisation. Ainsi, invitons-nous le Conseil à mieux s'engager avec nous dans la lutte contre le terrorisme en Afrique, avec des mandats plus adaptés et des moyens plus conséquents. Macky Sall a également fait porter la voix du Zimbabwe devant l'Assemblée générale, demandant la levée des sanctions étrangères contre ce pays. Ces mesures sévères, selon lui, continuent de nourrir un sentiment d'injustice contre tout un peuple et d'aggraver ses souffrances en ces temps de crise profonde. Le chef d'État sénégalais a aussi plaidé pour l'octroi d'un siège permanent pour l'Afrique au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Il est temps d'instaurer une gouvernance mondiale plus juste, plus inclusive et plus adaptée aux réalités de notre temps. Il est temps de vaincre les réticences et de construire les narratifs qui persistent à confiner l'Afrique à la marge des cercles décisionnels. Il est temps de faire droit à la juste et légitime revendication africaine sur la réforme du Conseil de sécurité telle que reflétée dans le consensus d'Iselweni. Dans le même esprit, je rappelle notre demande d'octroi d'un siège à l'Union africaine au sein du G20. L'allègement de la dette africaine, l'équité dans la transition écologique, l'accès à l'électricité et bien d'autres préoccupations de l'Afrique sont exposées. Macky Sall est aussi porteur du message d'un continent déterminé à travailler avec tous ses partenaires dans une éthique relationnelle de dialogue confiant et de respect réciproque. Je suis venu dire que l'Afrique a assez subi le fardeau de l'histoire, qu'elle ne veut pas être le foyer d'une nouvelle guerre froide, mais plutôt un pôle de stabilité et d'opportunité ouvert à tous ses partenaires sur une base mutuellement bénéfique. Je suis venu dire que nous n'ignorons pas l'Afrique des problèmes, qu'il faut pacifier et stabiliser. Mais je suis également venu dire que nous avons aussi l'Afrique des solutions, avec des gouvernements à la tâche au quotidien, une jeunesse vibrante qui innove, entreprend et réussit. Cette Afrique des solutions souhaite engager avec tous ses partenaires des rapports réinventés qui transcendent le préjugé selon lequel qui n'est pas avec moi est contre moi. Le président n'a pas terminé sa plaidoirie sans rappeler le souhait de l'Afrique de prendre part à un multilatéralisme ouvert et respectueux des différences de chaque peuple. Au-delà de nos frontières, je vous l'annonçais dans les titres, les inondations aggravent la situation alimentaire au Nigeria. Au moins 300 personnes ont perdu la vie dans différentes villes pour cause d'inondations depuis le début de l'année, alors que des pluies intenses continuent de balayer le pays. Reportage. Au moins 20 personnes sont mortes au Nigeria cette semaine après les pires inondations que le pays a vécues depuis une décennie. Des milliers d'hectares de terres agricoles ont été détruits, aggravant les craintes d'une rupture de l'approvisionnement alimentaire, alors que des centaines de personnes ont été blessées et quelques 100 000 personnes ont été déplacées. J'ai perdu mes propriétés et mes terres agricoles avec mes céréales. Mes femmes et mes enfants sont dans un camp de personnes déplacées. Je ne sais pas comment ils se nourrissent ni dans quel état de santé ils sont. Mais en plus de la mise en danger de la sécurité alimentaire, l'Agence de gestion des catastrophes met en garde contre de graves conséquences dans les semaines à venir, de barrages ayant commencé à déborder. Comme vous pouvez le voir, tous mes concitoyens ont déménagé loin d'ici. Cette communauté et de nombreuses autres communautés de notre zone du gouvernement local ont été emportées par les inondations. Je demande au gouvernement de nous venir en aide. Le déferlement a touché un demi-million de personnes dans 27 États.
et plus de 300 personnes ont été tuées dans des inondations depuis le début de l'année. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a promis mardi une enveloppe de 100 millions de dollars pour renforcer la coopération transatlantique. 17 pays participaient en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à une réunion interministérielle. 7 nations africaines étaient présentes: l'Angola, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, la Mauritanie et le Sénégal. Les États-Unis souhaitent donner un coup de fouet à la coopération transatlantique, qu'elle soit économique, maritime ou environnementale. 17 pays de 3 continents se sont ainsi retrouvés autour d'une table mardi en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. 7 nations africaines étaient présentes, parmi lesquelles la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. À cette occasion, le secrétaire d'État américain a promis une enveloppe de 100 millions de dollars pour cette initiative. Nous reconnaissons l'importance d'étendre le soutien aux initiatives atlantiques existantes, que ce soit l'action du Portugal avec la création du Centre Atlantique aux Açores, la vision brésilienne de la zone de paix et de coopération dans l'Atlantique Sud ou les Amis du Golfe de Guinée. Des efforts qui continuent à avoir un impact significatif. Nous pensons que nos partenariats doivent encore se développer pour relever ces défis. L'accord final souligne l'importance du commerce maritime, de la biodiversité dans l'Atlantique, mais met également en évidence les plus grandes menaces qui nécessitent une coordination intercontinentale. La piraterie, le crime organisé, la pêche illégale et la pollution. L'Éthiopie rejette un rapport destiné au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. L'ambassadeur de l'Éthiopie auprès de l'ONU à Genève a rejeté mardi un rapport d'enquêteur de l'organisation qui accuse Addis Abeba de possibles crimes contre l'humanité au Tigré et d'utiliser la famine comme arme de guerre. L'ambassadeur de l'Éthiopie auprès de l'ONU à Genève a rejeté mardi un rapport d'enquêteur des Nations Unies qui accuse Addis Abeba de possibles crimes contre l'humanité dans la région du Tigré. Le diplomate éthiopien dénonce une enquête contradictoire et partiale. Le rapport lui-même est autocontradictoire et partial. Il ne prête aucune attention aux atrocités commises dans les régions Afar et Amhara et se concentre uniquement sur le Tigré. La commission des experts indique que pendant plus d'un an, le gouvernement fédéral et ses alliés ont imposé de sévères restrictions à l'accès humanitaire. La seule source à laquelle ils ont parlé est le TPLF lui-même. Ce qui est écrit dans le rapport leur a été dicté par le TPLF. Sinon, ils n'ont pas de preuve que le gouvernement éthiopien a utilisé l'aide humanitaire comme une arme de guerre. L'ambassadeur a estimé que la commission a des motivations politiques. De ce fait, il affirme n'avoir pas d'autre choix que de rejeter ce rapport ainsi que la résolution qu'il a établie. Grève nationale ce mercredi en Belgique. Face à la hausse des prix de l'énergie, les syndicats réclament au gouvernement des mesures en faveur du pouvoir d'achat. Hausse des prix alimentaires, des factures énergétiques exorbitantes et de la frustration à l'encontre des responsables politiques et des employeurs. Ces mots d'ordre ont rassemblé mercredi environ 10 000 Belges dans les rues de Bruxelles. Habillés de vert, de bleu ou de rouge, aux couleurs des 3 principaux syndicats du pays, la colère était palpable parmi les manifestants qui demandent des mesures immédiates. Ça fait 23 ans que je travaille et c'est la première fois que c'est difficile comme maintenant. Et on travaille tous les deux. On doit se battre contre les prix élevés de l'énergie et du coût de vie en général parce que ça devient vraiment très pénible. Moi, je compte sur mon gouvernement pour arranger les problèmes. Après, que ce soit des conflits entre l'Ukraine, la Russie, que ce soit géopolitique ou quoi au caisse, voilà, ça me dépasse un petit peu. L'augmentation du pouvoir d'achat était sur toutes les lèvres. Les manifestants veulent modifier une loi de 1996 sur le bien-être au travail pour permettre aux syndicats de négocier des augmentations. Mais le paysage politique belge est complexe.
Parce que nous avons différents types de gouvernements entre les différentes communautés, ils ne font rien. Ils ont l'argent, mais ils répondent qu'ils doivent parvenir à l'équilibre budgétaire, donc nous ne donnerons rien. Mais ils doivent aider les gens maintenant. Il y a différents types de gouvernements et ils ne font rien. Ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Des manifestations similaires ont eu lieu à travers l'Europe, comme en Grèce, en Autriche ou encore en République tchèque. À chaque fois, les manifestants font part de leur inquiétude concernant l'avenir. Aujourd'hui pourrait bien devenir le début d'un hiver de mécontentement ici en Belgique. Une grève générale est prévue en novembre. Un dernier élément dans ce 13h. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé mercredi la mobilisation de 300 000 réservistes de l'armée pour soutenir les opérations militaires en Ukraine. Et selon ce que Poutine lui-même et son ministre de la Défense, Sergei Shoigu, ont souligné, seuls les réservistes ayant accompli leur service militaire obligatoire seront appelés. Dans une allocution télévisée enregistrée et diffusée ce mercredi, Vladimir Poutine accuse l'Occident de vouloir détruire la Russie et se dit prêt à tout pour protéger son pays. Le président russe a annoncé une mobilisation partielle de ses citoyens. Selon le ministre de la Défense qui s'est exprimé juste après, cela représente 300 000 réservistes déployés dans le sud et l'est de l'Ukraine. Dans son discours offensif, Vladimir Poutine n'a pas hésité à faire une fois encore allusion aux armes nucléaires. Notre pays possède diverses armes de destruction massive dont certaines sont même plus modernes que celles que possèdent les pays de l'OTAN. Et en réponse à la menace contre l'intégrité territoriale de notre pays, pour protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons sans aucun doute tous les moyens à notre disposition. Ce n'est pas du bluff. Alors que l'armée de Kiev a récemment regagné du terrain, la Russie a adopté mardi des lois punissant sévèrement la désertion des soldats en mission. Vladimir Poutine, qui a lancé l'invasion de l'Ukraine en indiquant vouloir libérer les populations du Donbass, a aussi défendu les référendums d'annexion à la Russie prévus dans 4 régions ukrainiennes à partir de vendredi. Nous ne pouvons pas, nous n'avons tout simplement pas le droit moral de laisser des personnes proches de nous se faire déchiqueter par des bouchers. Nous ne pouvons pas laisser sans réponse leur désir sincère de définir eux-mêmes leur destin. Nous ferons tout pour assurer l'organisation sûre de ces référendums, pour que les gens puissent exprimer leur volonté et nous soutiendrons la décision sur leur avenir qui sera prise par la majorité de la population de la République populaire de Donetsk et de Louhansk, ainsi que des régions de Zaporijia et de Kherson. Pour le ministre de la Défense britannique, les déclarations du président russe sonnent comme un aveu d'échec de son invasion de l'Ukraine. En outre, Moscou a reconnu ce mercredi la perte de 5 937 militaires sur le terrain. Un bilan bien éloigné des 80 000 répertoriés par Washington début août. C'est la fin de ce journal. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, notre page Facebook, notre compte YouTube avec l'identifiant Speedlane TV. Et d'ici là, portez-vous bien.